Bonjour, bienvenue dans Breton d'ailleurs, l'émission qui vous fait voyager et partir à la découverte des Bretons partis s'installer à l'étranger. Ce mois-ci, nous partons à l'île Maurice, une petite île nichée au cœur de l'océan Indien. Petite île puisqu'elle est même plus petite que la Corse, mais largement peuplée, 1 200 000 habitants, ancienne colonie française, puis anglaise. Elle a été indépendante en 1968. Aujourd'hui, elle est parfaitement autonome, vous le verrez dans ce reportage. Allez, on commence par la carte postale de l'île, regardez. Dans l'esprit de beaucoup, l'île Maurice, c'est d'abord le roman de Paul et Virginie. Ça évoque l'amour dans une île paradisiaque. Ça évoque, c'est un hymne à la mixité, c'est comme ça qu'on dit, je crois. À l'époque où c'était quand même pas permis, entre une blanche venue de France et un Mauricien de couleur. Et quelle belle histoire d'amour dans cette nature extraordinaire, dans ce décor extraordinaire mis en scène par Bernardin de Saint-Pierre. C'est un rêve, une histoire qui finit tragiquement, mais qui reste dans nos cœurs comme un rêve. Un rêve. Au cœur de l'archipel des Mascareignes, cette île qui ne fait que 65 km de longueur et 45 de largeur subit le contre-coup de la crise en Europe. Du coup, ces hôtels de bord de mer qui n'ont pas voulu baisser leur prix sont déserts et les rivages de l'île d'origine volcanique, désormais surpeuplés, retrouvent le caractère sauvage des débuts quand débarquèrent les premiers colons pour développer l'industrie de la canne à sucre qui ne représente plus que 3% de l'économie. Les Hollandais sont arrivés à l'île Maurice, ils ont apporté quelques immigrants, ils ont apporté les cerfs de Java, les rats, et la canne à sucre. Mais ensuite, ils sont repartis. Ils n'ont pas pu développer l'île. Les Français sont arrivés et les Français ont commencé vraiment à développer l'île grâce aux esclaves qu'on a importés du canal du Mozambique et de Madagascar. Et ensuite, on a fait venir des travailleurs engagés indiens de la Grande Péninsule. Et ceci un petit peu avant l'abolition de l'esclavage. Patrice Contremaître nous explique le fonctionnement de cette fabrique de maquettes de bateaux qui convoyait les esclaves. Pour vous expliquer un peu les processus de la fabrication, dans l'atelier, on a 2 étapes de travail. Il y a un ouvrier qui est responsable de faire son bateau, presque entièrement. On lui donne tous les plans nécessaires pour compléter la maquette. Par contre, la finition des voiles, des broderies, ce sera surtout au fond pour les équipes féminines. Elles ont de petits doigts de fée, donc c'est plus facile à manier les fils et les cordages. Sur commande spéciale, on fait des bateaux pour des gens qui possèdent des voiliers ou des hors-bords, même des bateaux de pêche. Ils veulent faire la réplique, donc ils nous envoient les plans, les photos et on fait la maquette, la réplique est spécialement pour eux. C'était un ambassadeur de France qui s'appelait M. Touze qui avait eu l'idée de créer cette petite artisanat. Il y avait 2 entreprises qui fabriquaient des maquettes de bateaux à Cœur-Pipe. Et puis moi j'ai décidé de m'installer à Goodland chez des cousins qui m'ont gentiment loué un bâtiment. Et j'ai démarré en 82, vraiment une activité de maquette de bateau. J'ai employé jusqu'à peu près 300 personnes. On a une 60aine de modèles. Il faut entre 8-10 jours et 3 mois ou 4 mois pour fabriquer une maquette de bateau. Ensuite, cette maquette est exposée dans le showroom. Et nous recevons tous les jours une centaine ou 150 touristes qui viennent acheter ces maquettes. Baptisée Mauritius en l'honneur du prince Maurice de Nassau, l'île doit au premier gouverneur français le développement de son parc tropical pour lequel il se prit de passion. Le jardin a été créé par des Français et on avait M. Labourdonnais, Maïs de Labourdonnais, M. Poivre qui était le botaniste de ce jardin. Et il a fait introduire plusieurs plantes et plusieurs épices aussi dans le jardin, plusieurs variétés des plantes, des arbres dans le jardin que vous avez vu dans des clichés ici. Et normalement, le jardin est de nos jours nommé Sasiusagaramoulam Botanic Garden
Sassiou Sagar Ramgoolam, il était le premier Premier ministre de l'île Maurice après l'indépendance en 1968. Si les tortues sont toujours bien présentes au sein du jardin des Pamplemousses, il est un animal aujourd'hui disparu, le dodo, dont s'inspira Lewis Carroll pour Alice au pays des merveilles, lequel fut découvert par les Hollandais qui le prirent d'abord pour un cygne. Curieux animal ayant l'habitude de manger des pierres rondes afin de mieux digérer et dont les Hollandais sont accusés d'avoir hâté la faim en introduisant des rats qui mangèrent les œufs des dodos. Monsieur François Mitterrand qui était là en 1990, on a Monsieur Nelson Mandela, on a des autres pays aussi. Les personnes éminentes politiques, quand ils viennent ici, ils viennent planter un arbre. Ils font aussi le dépôt de gerbes sur le monument funéraire du père de la nation, Sassiou Sagar Ramgoolam. Si 27% des Mauriciens sont des créoles, descendants d'esclaves, l'aristocratie franco-mauricienne ne représente plus que 2% de la population et a un poids résiduel dans l'économie. Aujourd'hui, l'île Maurice s'est complètement métamorphosée, est devenue une île touristique, est devenue une île industrielle, est devenue une île high-tech, un peu plus violente, un peu plus... voilà. Mais dans l'ensemble, il fait bon vivre à Maurice. Inspiré du néoclassique italien, le château Labourdonnais fut longtemps à la pointe du progrès pour la production de canne à sucre à travers la rhumerie et sa variété d'arbres fruitiers. Au-delà des vestiges de l'architecture coloniale qui rappellent autant en emporte le vent, l'exploitation agricole n'a jamais cessé. D'importants travaux de rénovation ont permis aux visiteurs de retrouver le style victorien de l'époque avec ces meubles commandés en Grande-Bretagne, mais aussi en France, notamment pour les fauteuils Napoléon III. Le souvenir des réceptions de l'époque où se côtoyait la gentry locale hante les pièces en bois de teck recouvertes de papier peint. Le domaine fut définitivement achevé en 1859 par un notable influent, Christian Vier, qui siégeait au Conseil législatif et à la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui encore, malgré la tentation de vendre leurs terres, certains franco-mauriciens investissent dans l'avenir pour ne pas être prisonniers du passé. Les ancêtres, je les laisse là où ils sont et je m'intéresse plutôt à là où ils sont échoués. Donc sur le rivage de l'île Maurice, où moi je me sens quand même plus mauricienne que française, puisque mes ancêtres, c'est dans les années 1750 environ, que les premiers sujets du roi ont commencé à peupler Maurice. L'idée est née d'abord par l'amour de la nature. Mon mari et moi et ma famille, nous avons commencé à créer ce jardin. Nous avions un rêve, c'est de créer un jardin tropical. Donc tout ce que vous voyez, ou presque tout ce que vous voyez, nous les avons plantés en famille. On a du cocotier au palmier, on a plusieurs sortes de palmiers. On a plusieurs sortes d'arbres indigènes, endémiques. On a des arbres fruitiers. Là, ce qui vous entoure, on a des cocotiers, des laitiers, des manguiers. Un albizia, un énorme albizia, qui est aussi notre logo. Ce concept de petit hôtel familial de 20 chambres en pleine nature ambitionne donc de trouver sa place au sein d'une industrie touristique en mutation qui se tourne désormais vers les pays émergents. Changement d'atmosphère ici à l'occasion de la fête hindoue de Kavadi. 23 ethnies coexistent à Maurice, dont 16% de musulmans, 52% d'hindous, parmi lesquels les Tamouls dont on observe ici la procession. Ce sont eux qui tiennent désormais l'essentiel du business en vertu de la proximité du sous-continent indien, dont Maurice est devenu la porte d'entrée et le premier exportateur au service des sociétés étrangères.
On vient de le voir, l'île Maurice est donc une île métissée, tournée vers l'Asie, vers l'Inde notamment. Jean-Claude de Lestrac, un ancien ministre des Affaires étrangères de l'île et ancien patron de presse, revient sur l'histoire de l'île Maurice avec Hubert Coudurier. Écoutons-les. Jean-Claude de Lestrac, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire singulière des Bretons arrivés à l'île Maurice? Le premier groupe de Bretons arrive ici en 1728. Ensuite, il y a une deuxième vague, beaucoup plus tard, sous Maël Labourdonnais, qui est lui-même de Saint-Malo. Maël Labourdonnais est véritablement le fondateur de la colonie. C'est lui qui a la vision de l'île de France en tant qu'étoile et clé de la mer des Indes. C'est lui qui va développer Port-Louis, c'est lui qui va vraiment créer la nouvelle colonie. Et il va encourager donc l'arrivée de colons à qui il propose des concessions pour essayer de les installer dans l'île. Mais en vérité, le groupe de Bretons qui arrivent sont plutôt des commerçants. Et ils n'ont pas envie de s'installer durablement dans l'île. Ils s'imaginent pouvoir faire fortune rapidement, par toutes sortes de trafics, licites ou illicites d'ailleurs, les monopoles, les marchés captieux, des cas de corruption avec les administrateurs de la Compagnie des Indes. C'est un groupe qui va être extrêmement actif sur le plan commercial, s'intéresse très peu à la culture de la canne, par exemple, mais qui va faire fortune dans le commerce et aussi dans l'armement, les courses, sur le plan militaire. Et beaucoup plus tard, va arriver au lendemain de la Révolution, d'autres Bretons qui fuient les événements en France et qui viennent chercher à refaire fortune à l'île de France et qui vont réussir. Et aujourd'hui, donc, beaucoup de ces familles sont encore là et ce sont des Mauriciens de la 3e, 4e génération. La crise de la zone euro a durablement impacté le tourisme mauricien, notamment la communauté française, qui est une des premières communautés touristiques sur l'île. Est-ce qu'il n'est pas temps de se tourner vers l'Asie, qui reste aujourd'hui l'un des premiers marchés émergents? Oui, bon, enfin, d'abord, l'île Maurice n'a pas attendu la crise de l'euro pour considérer qu'il faille diversifier vers d'autres régions du monde. Mais depuis plusieurs années, compte tenu au-delà de la crise de l'euro, l'émergence de l'Asie, de l'Inde et de la Chine, il y a une volonté de diversification. Tant d'ailleurs dans le secteur touristique que dans le secteur industriel, puisque la crise de l'euro impacte négativement de la même manière sur la zone franche textile, puisque nous exportons énormément de produits textiles sur l'Europe, et notamment sur la France et l'Italie. Ce sont les deux secteurs qui sont fragilisés par cette crise de l'euro. Il faut impérativement se diversifier à la fois sur l'Asie et sur l'Afrique. Le prochain grand marché, c'est l'Afrique. Et nous sommes extraordinairement bien placés. Et là encore, Maël Labourdonnais avait tout vu. Déjà en 1738, il avait écrit une lettre à la Compagnie des Indes à Paris et il voulait faire de Maurice un vaste entrepôt pour faire venir des produits de l'Asie et réexporter chez l'Europe. On n'est pas en train d'inventer quoi que ce soit. Mais Labourdonnais avait vu tout ça. À travers ces dom-toms, la France a longtemps prôné une politique de développement régional. Vous allez être bientôt à la tête de la Commission de l'océan Indien. Est-ce que ce type de coopération a encore une réalité? Et on sait que les Mauriciens ne portent pas un regard très favorable sur la Réunion, qu'ils considèrent comme une île d'assistés. Alors, vis-à-vis des Rayonnais, il y a, oui, effectivement, une espèce de rivalité, mais c'est les rivalités qui existent entre voisins. Mais ce n'est pas vrai qu'il y a une vraie mésentente entre Maurice et la Réunion. Il y a eu une phase, c'est les années 70. Des années 70 à 80, il y avait un débat politique à la Réunion, à l'effet de savoir, mais quel sera l'avenir politique de la Réunion? Les Réunionnais n'ont jamais été véritablement indépendantistes, mais il y avait un petit parti indépendantiste, et les autorités réunionnaises faisaient peur aux Réunionnais en leur disant, bon, vous voulez plus d'autonomie, vous voulez allez voir Maurice, allez voir dans quelle misère ils sont. Et évidemment, ça a laissé des traces.
Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, les Réunionnais développent une autre attitude vis-à-vis des Mauriciens. À l'intérieur maintenant de la commission de l'océan Indien, il y a énormément que la Réunion peut apporter à l'ensemble des îles de la région. Dans un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine de la formation, la Réunion est en avance sur les autres îles. Maurice peut apporter un certain nombre de choses. Madagascar a des ressources que ni la Réunion ni Maurice ne possèdent, et des besoins en formation, en investissement, que et Réunionnais et Mauriciens ensemble peuvent porter. Moi, je vois une plus grande intégration régionale. L'avenir de la Réunion passe par cette intégration régionale, sans que la Réunion renonce à quoi que ce soit par rapport à sa position de région ultra-périphérique européenne, bénéficiant de tout ce dont elle bénéficie à la fois auprès de la France et auprès de l'Union européenne, mais en s'intégrant davantage à la région, en regardant son avenir comme faisant partie de la région. Jean-Claude de Lestrac, en tant qu'ancien diplomate, quelle diplomatie d'influence peut avoir un micro-État comme l'île Maurice? Ça dépend des circonstances et des conditions géostratégiques. J'étais effectivement aux affaires étrangères en 1982. Maurice occupe une place stratégique, nous sommes au cœur de l'océan Indien. Dont on a dit que l'océan Indien qu'il était le nouveau cœur du monde. C'était à l'époque de la guerre froide entre Américains et Russes. Les Russes avaient créé une base à Berbera, les Américains voulaient une base et voulaient s'assurer du soutien de Maurice. Maurice était courtisé, convoité à la fois par Américains et Soviétiques. Et à partir de là, il y avait un jeu tout à fait possible. Il y a des cartes à jouer. Je suis revenu aux affaires étrangères en 90, c'était terminé. Il n'y avait plus aucune carte à jouer, c'était le monde unipolaire, les Russes étaient partis, l'Union soviétique avait éclaté, c'était terminé, j'avais trouvé mon passage aux affaires étrangères complètement stérile. Aujourd'hui, l'émergence de l'Inde dans la région et de la Chine fait que nous allons retrouver une position d'étoile et de la clé de la mer des Indes. D'ailleurs, c'est déjà en train de se passer. Vous voyez ce qui se passe. Les Chinois sont en train de s'installer aux Seychelles. Ils ont proposé aux Seychelles d'installer une base. Les Indiens reviennent en force à Maurice. Le Premier ministre mauricien vient d'être reçu en grande pompe à Delhi. Et de nouveaux accords signés avec le gouvernement. Nous allons retrouver de l'espace pour jouer quelques cartes. Jean-Claude de Lestrac, je vous remercie. Retrouvons à présent nos Bretons de l'île Maurice. Ce que vous allez voir et entendre n'y sont pas implantés depuis des siècles. Cela fait relativement peu de temps. C'est le cas notamment de Franck Piriou, du nom des célèbres chantiers, Piriou de Concarneau, qu'on connaît bien. Il s'est installé à Port-Louis. On va également rencontrer Guillaume et Christelle de Bricourt, deux Nantais, qui ont préféré changer de vie, partir à l'aventure et s'installer donc à l'île Maurice pour vivre du tourisme. Vous allez les rencontrer. Et puis on part à la rencontre de Ronan, un jeune qui s'est installé dans la Silicon Valley mauricienne. Allez, voici leur portrait. Franck Piriou est un taiseux. Il ne voulait pas s'exprimer, il l'a finalement fait. Les conditions de travail à Maurice sont plus dures, mais pour l'employeur, plus souples. À l'origine, c'était joint venture avec le chantier Piriou Concarneau et le groupe IBL à Maurice. Et depuis août de l'année dernière, le chantier Piriou a vendu ses parts dans le chantier. Donc c'est un chantier 100% mauricien. Tous les tonniers français construits à ce jour l'ont été en Bretagne. À l'origine, les bateaux étaient fabriqués à Saint-Malo, puis à Concarneau. Donc il y a un savoir-faire sur la construction et donc la réparation navale de ces bateaux-là. Sur les 439 attaques signalées au Bureau maritime international en 2011, 275 ont eu lieu au large de la Somalie, un danger pour tous les tonniers dans l'océan Indien. La piraterie qui embête tout le monde. Il y a l'oubli des frais qui oblige à... C'est pour la partie française des marins de la Marine nationale à bord des bateaux. Donc c'est des frais de transport, de logistique avec la Marine nationale.
Et pour les Espagnols, la même chose, sauf que ce ne sont pas des marins espagnols, ce sont des sociétés privées qui protègent les bateaux. Au hasard de notre reportage sur le chantier naval, nous rencontrons un candidat à la députation en campagne électorale. Je viens de commencer une campagne marathon pour couvrir la 10e circonscription des Français de l'étranger, qui correspond à 48 pays d'Afrique, de l'océan Indien et du Moyen-Orient. Donc là, je viens de passer 15 jours à Madagascar, à Diego Chiarez, Majinga, Tananarive, Tamatave. J'arrive à Maurice et je rencontre toutes les communautés françaises qui habitent à Maurice pour les convaincre de voter pour moi pour les élections législatives qui auront lieu le 3 janvier, pardon, je dis des bêtises, qui auront lieu le 3 juin et deuxième tour le 17 juin. Guillaume et Christelle de Brécourt, d'origine nantaise, ont largué les amarres. Guillaume a ainsi pris du recul à l'égard de ces sociétés, bien qu'ils reviennent régulièrement en France. Le déclic, c'est la petite dame qui est à côté de vous, là. C'est elle qui, 2004-2005, donc on avait quoi, 38 ans à l'époque? Ouais, toi 38 et moi 36. Voilà, qui trouvait qu'on travaillait trop, qu'on ne voyait pas la vie passer comme il fallait, et qui a voulu qu'on change de vie, qu'on sorte de notre vie facile de Nantais, entrepreneur, où tout allait bien, et qu'on aille un petit peu se frotter à autre chose. On pourrait penser que la vie facile, c'est plutôt ici. Oui, oui, non, mais c'est sûr que la vie ici est facile. Ce qui est moins facile, c'est d'avoir le courage de traverser les océans et puis d'essayer de recommencer une vie sociale ailleurs, quoi. C'est ça qui est plus risqué, mais c'est ça aussi qui est drôle. La France est très présente ici à l'île Maurice, même si la colonie anglaise a été présente dès 1810 à 1968. La France est restée vachement présente. La langue française est la langue usuelle et les différentes ethnies ont quand même gardé la langue française comme langue d'usage. La difficulté que rencontrent les hôteliers mauriciens, c'est soit on reste sur son marché historique qui est un marché européen, mais effectivement on voit ce marché diminuer. Soit on est tenté par les sirènes des marchés asiatiques avec la Chine ou l'Inde. Et bon, effectivement, c'est des marchés qui se traitent à des marges inférieures et des marchés qui sont... voilà, il y a des chocs culturels. Oazur.com, c'est la société de location de villas que Christelle a créée à l'île Maurice. L'atout majeur pour les mêmes prestations, ces villas coûtent moitié moins cher qu'un séjour à l'hôtel. Le rêve devient ainsi abordable. Alors là, je vais vous emmener dans une villa qui fait partie de la résidence Oasis. C'est un concept de villa très agréable, avec une architecture balinaise. Chaque villa a sa petite piscine privée, enfin même sa piscine privée on peut dire, avec un kiosque et un jardin totalement privé. On est vraiment ici dans un cadre très calme, que nos clients apprécient beaucoup parce qu'effectivement, ils sont complètement chez eux et vraiment partagent une vie de famille s'ils sont venus en famille ou une vie entre amis s'ils sont venus entre amis. Tout en ayant le confort digne d'un hôtel 5 étoiles parce que comme vous pouvez le voir, les finitions sont vraiment de qualité. Alors nous, notre spécialité chez Oazur, c'est qu'effectivement, en plus de proposer des belles villas, on a voulu proposer le service de chef, par exemple, comme là vous pouvez le voir, le chef est là. Richard, et Richard est en train de préparer le dîner pour les clients qui ont loué cette villa. Et du coup, ils vont avoir un service très personnalisé. Tous les jours, le chef vient, arrive le matin et prend en charge complètement nos clients, fait les courses pour eux, fait les menus pour eux, prépare et sert leur repas. Donc, ce sont de vraies vacances. Outre le tourisme, l'île s'est beaucoup développée dans le domaine des services financiers en créant une cybercity non loin de la capitale Port-Louis. Ronan Patier, expatrié lui aussi originaire de Nantes, en fournit l'exemple. La cybercity, c'est
énormément de sociétés dans le monde de l'IT, par exemple Accenture, KPMG, Price, IT et conseil bien sûr. Le secteur bancaire, donc on a du HSBC, du Barclays, des banques locales, des call centers, donc pas mal de sociétés françaises qui ont leur call center ici, comme AXA par exemple, comme d'autres assurances qui ont leur service d'assistance qui est sous-traité à l'île Maurice. Dans l'expatriation, on en a pas mal discuté avec ma femme et avec d'autres amis qui sont passés par là. La clé de la réussite, c'est que chacun puisse s'épanouir en travaillant ou non. Et dans notre cas, tous les deux, on avait besoin de travailler. Enfin, c'est moi qui ai eu l'opportunité le premier. Et ma femme ne se voyait pas ne pas travailler. Et par chance, elle a pu trouver un job ici. De plus en plus, le secteur IT est devenu un nouveau pilier de l'économie mauricienne. Alors via des accords avec l'Inde, effectivement, il y a des gros échanges. Mais après, ce qui fait la particularité vraiment de l'île Maurice, c'est plusieurs choses. C'est bien sûr le coût de la main-d'œuvre qui est nettement inférieur à celle de l'Europe. Le fait que le décalage horaire est assez faible, et ce qui lui donne un avantage comparatif vis-à-vis de l'Inde ou de l'Amérique du Sud, et que les Mauriciens parlent très bien l'anglais et le français. Et ça, dans le cas de ma société par exemple, nos clients ils cherchent ces critères-là, diminuer les coûts, des gens qui sont francophones, et un décalage horaire moindre afin de pouvoir travailler sur des horaires à peu près similaires. Pêche, hôtellerie, services, les Bretons restent de grands voyageurs. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que cette destination, l'île Maurice, vous a plu, vous a permis de rêver un peu et de voyager. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet au www.tbotv.fr. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Bon voyage, Kenavo.